Je m'appelle Randy Schroeder. Parlons de ce qui m'a mené ici et parlons ensuite de ce qui pourrait vous mener ici. En 1990, je suis devenu distributeur dans ce secteur d'activité exceptionnel, le marketing de réseau. Au cours de cette discussion, nous allons décrire l'évolution de ce secteur d'activité depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous parlerons aussi de ce qui pourrait vous amener à vous intéresser à cette activité et de ma propre expérience. En février 1990, je suis devenu distributeur dans ce secteur, et ce, jusqu'en août 2009. En août 2008, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise du nom de Monavi. Et les 12 mois suivants, les 52 semaines suivantes ont été les plus productives, les plus agréables et les plus remarquables de ma carrière. Une carrière avec un profit de plus de 25 millions de dollars. Une carrière qui nous a offert, à ma famille et moi, une vie que jamais je n'aurais pu imaginer. Puis, fin 2009, ou vers la fin 2009, mon ami Dallin Larsen m'a demandé si j'aimerais envisager une évolution indépendante. Il a dit « Randy, est-ce que tu abandonnerais ton rôle de distributeur pour que tous les distributeurs internationaux de Monavi profitent de ton expérience ?» Et même si c'était un choix difficile, j'ai décidé de le faire. Et j'espère vraiment que cette décision finira par vous être bénéfique à vous. Alors qui suis-je? Je suis Randy Schroeder. Quel est mon titre officiel? Je suis International Distributor Ambassador de Monavi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je suis votre partenaire direct si vous travaillez pour cette formidable entreprise ou que je serai votre partenaire direct si vous choisissez de travailler pour nous. C'est ce qui m'amène ici. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je peux imaginer plusieurs raisons à votre présence ici. Vous êtes un distributeur Monavi extrêmement impliqué et qui, suivant l'étape 5 de nos pratiques commerciales, essaie d'acquérir une expérience dans ce secteur d'activité. L'étape 5 consiste à avoir de la confiance. Confiance en quoi? Au marketing de réseau, en Monavi et en vous-même. Peut-être que c'est ce qui vous amène ici. Ou peut-être êtes-vous simplement curieux. Le fait d'être curieux est extrêmement important. J'imagine le contexte. Il n'y a pas si longtemps, vous assistiez à une présentation commerciale et l'intervenant a dit quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui doute de la valeur de l'activité de marketing de réseau? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se demande réellement si c'est une façon légitime de faire des affaires? Et vous êtes la personne qui a levé la main. Vous devez en savoir plus sur l'évolution du marketing de réseau. C'est ce qui vous a mené ici. Vous savez, c'est une activité extraordinaire. Tout a commencé en 1903, la même année que les motos Harley-Davidson. Au début, l'entreprise s'appelait Watkins, les produits Watkins, la vanille, la cannelle et les épices Watkins. Certains d'entre vous ont mon âge, d'autres peut-être plus. Ceux d'entre vous qui ont mon âge, ou plus, se rappelleront certainement avoir vu de la vanille, de la cannelle et des épices Watkins sur le plan de travail de leur mère ou de leur grand-mère, peut-être même qu'il y en a toujours. Ce fut la première entreprise à permettre à un entrepreneur individuel d'acheter un produit en gros et de le revendre au détail, la vente directe, mais aussi de franchir une nouvelle étape. Pas seulement d'acheter en gros et revendre au détail, mais d'offrir à d'autres cette possibilité et recruter d'autres personnes. Et cela continue depuis 1903. Puis, entre 1903 et 1942, il ne s'est rien passé de réellement intéressant dans le secteur d'activité. Plusieurs sociétés de vente directe ont fait leur apparition. Aucune technologie à proprement parler ne pouvait s'appliquer au secteur. Bien que le secteur fût né en 1903, il ne générait pas de revenus importants. En 1909, on vit apparaître les signes d'une nouveauté, la première copie de l'entreprise. W.T. Rowley était assurément la copie d'une entreprise. Une copie de quelle entreprise? De l'entreprise Watkins. Tout au long de notre étude et de notre discussion au sujet de notre secteur d'activité, nous verrons qu'une partie de l'évolution a consisté en une entreprise copiant l'idée d'une autre et essayant de l'améliorer, parfois avec succès et parfois sans succès. En passant, il y a une chose assez intéressante, du moins pour moi, à ajouter à cette introduction. La première entreprise de vente directe puis de marketing de réseau a toujours été Watkins Corporation. En 1982, j'ai vendu une affaire que je possédais à Watkins et je me suis retrouvé engagé. Pas en tant que distributeur, mais je me suis retrouvé dans l'équipe de direction de l'entreprise. Ce fut une expérience incroyable pour moi. Intégrer une société de marketing de réseau qui était en place depuis des décennies, des générations. J'ai rencontré des personnes dont le père et le grand-père avaient travaillé pour cette entreprise. Ils continuaient à générer des revenus importants. Un revenu continu et régulier, c'est le signe que l'entreprise de marketing de réseau est bien établie. En tout cas, tout a commencé en 1903. Un autre fait significatif s'est produit en 1942. En 1942, une entreprise appelée California Vitamins a été fondée.
California Vitamins a joué un rôle important dans l'évolution de notre activité pour plusieurs raisons. Chez California Vitamins, on pouvait non seulement acheter des produits de la société et les revendre, mais on pouvait aussi recruter d'autres personnes pour le faire en son nom et être payé sur 2 générations de travail. C'était la première société de vente multiniveau. Ce marketing de réseau ou cette vente multiniveau représente un secteur d'activité intéressant. C'est un secteur qui a bénéficié à de nombreuses personnes. C'est un secteur qui cependant a un aspect particulier. Ce secteur de marketing de réseau peut provoquer un sentiment d'insécurité, même chez les personnes les plus confiantes. Si je demande à un médecin ce qu'il fait dans la vie, il me répond avec fierté « Je suis médecin ». Pourquoi? Parce que c'est gratifiant. La société a décidé ce que signifie être médecin. Si je rencontre quelqu'un qui est avocat, il me dira « Je suis avocat » et il me le dira avec fierté. Je ne comprends pas trop pourquoi. Je plaisante, mon fils est avocat. Mais la société est ce qu'elle est. C'est une bonne chose, cela signifie beaucoup d'être avocat. Quand une personne vous dit « Je travaille dans le secteur du marketing de réseau », assez souvent, elle le dira de façon incertaine. Un secteur particulier avec la capacité de provoquer un sentiment d'insécurité chez les gens les plus confiants. J'espère que vous faites partie de ceux qui peuvent, comme moi, regarder quelqu'un dans les yeux, que ce soit un candidat, un nouveau membre de la société ou un parent, et lui dire que les principes fondamentaux qui régissent le marketing de réseau sont supérieurs à ceux qui régissent une activité commerciale conventionnelle. J'espère que cette évolution du marketing de réseau vous aidera à franchir le pas. Donc, tout a commencé en 1903 avec les produits Watkins. Les produits Watkins ont ouvert la voie à une société appelée California Vitamins. En 1949, California Vitamins a pris le nom de Nutrilite, et cette année-là, 2 personnes importantes ont rejoint l'entreprise. Il s'agit de Rich DeVos et de Jay Van Andel, et ils sont devenus des distributeurs Nutrilite exceptionnels. En 1959, ils ont quitté Nutrilite pour monter leur propre entreprise. Leur entreprise s'appelait la Amway Corporation. Amway a amorcé une réelle accélération de l'évolution du marketing de réseau. Amway était la première société à payer 3 générations en profondeur au lieu de 2. Nutrilite fut la première entreprise de vente multiniveau. Il payait jusqu'à 2 générations. L'entreprise s'appelait auparavant California Vitamins, puis arriva Amway Corporation. Il payait jusqu'à 3 générations. Amway a été fondée en 59 et entre 59 et 72, cette entreprise a connu une croissance illimitée. En 72, Amway Corporation avait un chiffre d'affaires annuel de 600 millions de dollars. Imaginez, 600 millions de dollars en 72 à partir de rien, à partir de zéro. Rich DeVos et Jay Van Andel en 59. Une croissance illimitée. 600 millions de dollars, c'est beaucoup de volume et beaucoup d'affaires. Une création de richesse considérable. Des revenus considérables pour les propriétaires et les distributeurs. Et vous savez que lorsqu'un succès considérable est au rendez-vous, vous pouvez être certain de voir arriver des imitateurs. Entre 72 et 75, il y a eu une prolifération massive de sociétés qui se sont engagées dans ce secteur en essayant d'imiter, de reproduire le succès d'Amway. Certaines étaient légitimes, beaucoup ne l'étaient pas, et certaines étaient même frauduleuses. Cette importante prolifération de sociétés a contraint le gouvernement américain à instaurer un contrôle global du secteur par la Federal Trade Commission, ou Commission fédérale du commerce. Amway a été la plus touchée par cette enquête. C'était les géants du secteur. C'était l'entreprise la plus importante. Elle fut l'entreprise la plus touchée par l'enquête. En 1975, la FTC fit un procès à Amway, accusant l'entreprise de vente pyramidale et essayant de la faire cesser ses activités. En fait, c'est une leçon extrêmement importante, parce qu'entre 1975 et 1979, le litige a perduré. Et je pense qu'en 1975, la plupart des gens qui étaient là en spectateurs lorsque le gouvernement des États-Unis a prétendu qu'Amway était un système pyramidal et qu'ils l'ont déclaré, je pense que la plupart d'entre eux croyaient que la société allait faire faillite. Ça n'est pas arrivé. En fait, la société est restée à peu près la même. Elle n'a pas continué sa croissance, mais elle n'a pas chuté précipitamment non plus. Comment cela a-t-il été possible? Comment est-ce que ça a pu arriver? Ça a démontré la valeur d'une base de consommateurs pour qui le produit était important. Tous ces gens ont dit « Waouh, Mike Wallace de 60 minutes sur CBS a dit que c'était un système pyramidal. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ce que je sais, c'est que j'apprécie ce produit. Ce que je sais, c'est que cette société fait ce qu'elle est censée faire. Ce que je sais, c'est qu'elle continue à m'envoyer mon chèque. Il arrive tous les mois et va à la banque. Je ne sais pas si le gouvernement a raison ou tort, mais je vais quand même continuer à utiliser le produit. » Cette histoire enseigne une leçon clé. Si le schéma entier de consommation, le modèle économique est basé sur la consommation d'un produit,
tangible qui importe aux gens, alors si un événement extérieur stoppe la productivité, le modèle économique survivra. Tout est basé sur la consommation d'un produit. Et Amway l'a prouvé. Cette règle a été prouvée par le décret Amway ou Amway Ruling. Entre 75 et 79, on se demandait quelles seraient les conséquences. Quelles seraient les conséquences de tout ceci, de ces questions, de cette enquête dans le secteur du marketing de réseau? Final s'est produit en 79 avec ce qui est connu depuis comme le décret Amway ou Amway Ruling. C'est le FTC 93-618. La formulation du décret Amway est absolument superbe. Il est déclaré qu'Amway n'est pas une pyramide et que le marketing multiniveau est une méthode légitime de vendre les produits aux particuliers. Il définit aussi la réglementation. Dans le décret Amway, la réglementation est clairement définie. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent vraiment comprendre la réglementation du marketing de réseau, je vous encourage à lire le décret Amway. Vous y trouverez un ensemble de limites. Imaginez un terrain de football. À quoi ressemble un terrain de foot? Il a des limites des deux côtés. Il a une ligne de but. Il a ses limites hors jeu. Il a une surface de réparation. Le décret Amway fonctionne de la même façon pour le secteur du marketing de réseau. Il identifie ce qui fait clairement partie des règles. Et vous pouvez vous demander pourquoi, s'il existe une série de limites bien définies, pourquoi les entreprises sont-elles encore remises en question? Ma propre expérience dans le secteur, en 90, je travaillais pour une entreprise du nom de Nu Skin. Et la FTC a intenté un procès contre cette entreprise, l'accusant d'être une entreprise pyramidale illégale. La société a survécu au procès. Pourquoi a-t-elle survécu? Parce que le litige a montré que l'entreprise était en règle, dans les limites établies par le décret Amway. Qu'est-ce qui constitue ce champ de limitation légitime? Tout d'abord, la société doit posséder un produit tangible et consommable ou un service identifiable. Il ne peut s'agir d'un dollar attirant d'autres dollars. C'est l'un des paramètres du décret Amway. En fait, il doit y avoir livraison d'un produit ou réception d'un service quantifiable. Un autre paramètre du décret Amway? Si je suis dans votre lignée ascendante, c'est que j'ai intégré le système avant vous. Il doit être possible qu'une personne en bas de l'échelle gagne davantage qu'une personne située dans sa lignée ascendante. Dans notre entreprise, c'est intéressant parce que le tout premier distributeur de notre société est un grand leader. Son nom est Scott Olsen. Je pense que Scott est actuellement Royal Black Diamond. Il se porte vraiment bien financièrement, mais vous savez quoi? Non pas une ni deux, mais 3 ou 4 générations sous lui se trouve un homme appelé Brig Hart. Bien plus bas, 3 ou 4 générations. Et vous savez quoi? Brig est celui qui gagne le plus dans notre société. Que dit le décret Amway? Le décret Amway dit qu'une personne se trouvant en bas de l'échelle doit pouvoir gagner plus qu'une personne se trouvant en haut. Il s'agit d'un exemple évident de notre société et cela prouve aisément que la société rentre dans le cadre du décret Amway. Il existe aussi une règle appelée la règle des 70%. Qu'est-ce que spécifie la règle des 70%? La règle des 70% stipule que si vous avez acheté des produits le mois dernier, 70% d'entre eux doivent avoir été écoulés avant de procéder à une nouvelle commande. En d'autres termes, vous ne devez pas avoir de stock. Vous ne devez pas acheter des produits parce que le plan de rémunération l'exige. La règle des 70% stipule que si vous avez acheté pour 100 $ de produits le mois dernier, il ne devrait pas vous en rester pour plus de 30 $ si vous passez une nouvelle commande. C'est la règle des 70%. Il existe une autre règle. Cette règle est la règle des 10 clients. Cela signifie qu'il doit y avoir dans votre activité au moins 10 personnes qui consomment le produit pour eux-mêmes, purement par intérêt pour le produit et non à cause d'une méthode de vente. C'est la règle des 10 clients. Vous voyez, tout ceci fait partie du décret Amway. Et vous pouvez même retrouver ces informations en lisant le document même. Encore une fois, qu'est-ce que c'était? 93 FTC 618. C'est le décret Amway ou Amway Ruling rendu en 79. Mais il y a eu cet énorme retard, ce retard colossal, parce qu'entre 75 et 79, tout n'était qu'un grand point d'interrogation. Est-ce que le marketing de réseau, la vente multiniveau allait survivre? Est-ce une façon légitime d'acheminer les produits jusqu'aux utilisateurs? Est-ce que ça peut être un second revenu pour moi et ma famille? Est-ce que ça peut être le principal revenu pour moi et ma famille? Beaucoup de gens se le demandaient. Puis, le décret Amway est arrivé en 79. Le marketing de réseau ou la vente multiniveau est un moyen légitime d'acheminer des produits jusqu'aux clients. La vente multiniveau n'est pas pyramidale, c'est un moyen efficace de générer des revenus. Les règles sont établies et j'ai décrit quelques-unes de ces règles ou limitations. Ce que j'aime aussi dans ce verbiage, c'est en réponse à ce commentaire que j'entends.
est-ce qu'on ne risque pas de manquer de clients? Et j'adore la réponse du juge sur le pourquoi du comment on ne manquera jamais de personnes. Bien sûr, je l'ai vécu. Je suis dans le métier depuis 20 ans et pendant longtemps j'ai gagné des revenus importants, mais je n'ai jamais manqué de personnes à qui parler. En fait, il y a maintenant une toute nouvelle génération de personnes. Les enfants de ceux qui m'ont rejoint il y a 20 ans sont désormais des prospects légitimes et pertinents. Par contre, le décret Amway est un vrai chef-d'œuvre. Ceux d'entre vous qui cherchent à devenir des professionnels dans le secteur, je vous encourage à avoir au moins une connaissance élémentaire de ce travail. Quand vous aurez cette connaissance élémentaire de la décision Amway, vous comprendrez pourquoi ce secteur s'est développé d'une façon aussi significative ces dernières années. Vous comprendrez pourquoi certaines sociétés sont encore remises en question. Vous comprendrez pourquoi certaines sociétés échouent. Vous comprendrez pourquoi certaines sociétés réussissent. Le plus important pour moi, et je l'espère pour vous, c'est que vous compreniez pourquoi Monavi est aussi stable. C'est parce que non seulement nous entrons dans le cadre du décret Amway, mais en plus, nous ne cherchons pas à le dépasser. Je pense que Monavi se trouve entre la ligne de hors-jeu et dans la surface de réparation, c'est-à-dire bien au centre de ce qui est approprié et acceptable dans cette activité. Un standard et un modèle auquel d'autres sociétés pourraient ou devraient aspirer. En 1979, le décret Amway, la réglementation est désormais bien définie et établie. Les 3 années suivantes, il y a eu un véritable flot de personnes. Entre 1979 et 82, 2 millions de personnes aux États-Unis sont entrées dans le secteur du marketing de réseau. 2 millions de personnes. Et durant cette période de 79 à 82, parce que les revenus devenaient si impressionnants, les dés ont été jetés. Maintenant que le secteur